Tout d'abord, merci chers auditeurs pour vos visionnements et commentaires sur ma vidéo de repêchage simulé qui couvrait la première ronde en vue du repêchage 2025 de la LNH. Aujourd'hui, on va se gâter un petit peu. Je vais couvrir la deuxième ronde. Je vais donc continuer ce repêchage simulé-là parce que je sens qu'il y a encore beaucoup de joueurs forts intéressants à parler ici. Plusieurs de mes coups de cœur personnels, puis même des joueurs qui pourraient peut-être vous faire changer d'idée si vous avez la perspective que c'est une cuvée faible, en fait. Parce que moi, je l'aime, cette cuvée-là. Puis en plus, autre bonne raison pour parler de la deuxième ronde ici, les Canadiens de Montréal ont 2 choix de deuxième ronde à l'heure où on se parle. Fait que on va checker ça ensemble. Puis si vous n'avez pas écouté la vidéo de première ronde, ben, je vous suggère d'aller l'écouter avant. Non seulement ça va expliquer en partie pourquoi certains des joueurs ont glissé ici, mais ça explique aussi ma démarche puis mon point de vue sur le concept du meilleur joueur disponible. Je réitère, c'est un repêchage simulé, une prédiction du repêchage et non un classement personnel. Puis même si je fais partie de l'équipe d'Elite Prospects, mes opinions puis analyses ici sont les miennes, puis pas nécessairement celles de mes collègues. Il y a donc quelques sliders notoires dans ma première ronde, donc des gars qui glissent. Colin Potter et Cameron Schmidt sont les principaux ici. Il y a également des gars comme Mason West, Jack Murtagh, William Moore et Ivan Ryabkin qui ne sont pas sortis également dans ma première ronde. Fait que ça devrait être une très bonne deuxième ronde. Puis je vais faire ça de manière peut-être un peu plus condensée puis moins détaillée que ma première ronde. Mais j'espère quand même que ça va vous donner l'eau à la bouche sur ces espoirs-là un peu moins connus. Au 33e rang, les Sharks de San Jose, après avoir repêché Michael Misa au deuxième rang total, ainsi que le défenseur droitier Henry Brustevich au 30e rang, ils ont quelques options intéressantes ici. Je pense que d'ajouter du poids ou un défenseur robuste à la Maceo Phillips ou Bedkowski serait une belle option pour eux ici, mais je pense aussi qu'ils pourraient y aller pour un reach. Un reach qui pourrait, à mon avis, très bien vieillir. Je parle ici de Christian Epperson. Epperson, ben, c'est un nom que vous avez peut-être moins entendu parler, mais qui est terminé quand même 39e sur notre liste chez Elite Prospects. Ailier gauche, 6 pieds, un genre d'attaquant de puissance qui mixe dynamisme dans son attaque avec une belle physicalité également. Puis je le sais, physicalité n'est pas un mot, mais je vais continuer de l'employer. Peut-être qu'un jour, ça va être dans le dictionnaire comme des chevals. C'est ça, sauf que Epperson, il n'y a peut-être pas les soft skills que les meilleurs joueurs de cette QV ont, sauf que son jeu est très transposable. J'aime beaucoup son jeu en échec avant, son jeu en transition. C'est un joueur qui est intelligent, qui amène une belle énergie à une ligne également. Je le vois devenir un joueur complémentaire de milieu d'alignement réalistiquement. La twist! C'est que c'est un overager toutefois, donc un joueur non repêché l'an dernier, sauf que l'autre twist! Puis la raison pour laquelle je pense que c'est un beau fit ici avec les Sharks, puis pourquoi je les vois reacher pour Epperson ici, c'est que les Sharks ont déjà 3 gros morceaux dans leur top 6, déjà dans la LNH en fait, Celebrini, Smith, Eklund. Puis là, en ajoutant ici Michael Misa au deuxième rang, je pense pour vrai que leur top 6 est quand même déjà bien garni. Puis là, ben, on parle même pas là, des autres joueurs qui ont dans le pipeline, là, les Musty et compagnie. Fait que je pense que les Sharks pourraient ici viser un joueur qui va venir bien complémenter ces joueurs-là. Un gars qui a un bon plancher, avec un jeu transposable, afin d'entourer leurs joueurs de talent. Puis pourquoi Epperson puis pas un autre gars? Ben, premièrement, c'est que Epperson a le talent puis l'intelligence, je crois, pour jouer sur un top 9. Sauf que, d'abord et avant tout, il a passé toute la saison avec Michael Misa à Saginaw, lui que j'ai fait repêcher là, par les Sharks. Fait que il y a une belle chimie déjà d'établie ici. Puis je sais que c'est tiré par les cheveux, mais je pense que ça peut ajouter de l'intérêt à un joueur qui est déjà bon. C'est pas comme si Epperson n'était pas bon. Je l'ai dit, il est 39e sur notre liste. Là. Puis en plus, en fin de saison, en fait, leur 3e partenaire de trio à Epperson puis Misa, c'était Igor Chernyshov, également un espoir des Sharks. Puis ils ont été tout simplement dominants, les 3 ensemble. T'sais, pour vous donner une idée, Chernyshov, quand il s'est joint à eux autres, il a cumulé 55 points en 23 rencontres. Chernyshov, je pense qu'il est quand même assez près d'être NHL ready. Misa aussi. Puis Epperson, en étant un overager, je pense se rapproche également de la LNH aussi. Fait que je pense que ça pourrait être un beau 3e trio plug and play d'ici 1 an ou 2. Puis je trouve ça très intéressant comme approche ici. Au 34e rang, les Blackhawks de Chicago, qui doivent évidemment continuer d'ajouter ou à injecter du talent afin d'entourer Bedard, Nazar et compagnie. Mais je pense qu'ils doivent aussi ajouter du muscle.
Bon, ils ont quand même là, déjà plusieurs jeunes défenseurs qui ont percé le club, puis je pense pas que ça va être une raison pour eux pour s'empêcher de repêcher des défenseurs. Mais je pense vraiment qu'ils pourraient y aller dans cette direction-là ici, puis y aller avec un défenseur robuste. Puis je pense qu'ils pourraient se laisser tenter par un joueur qui a un petit côté spécial, David Bitkowski. Défenseur droitier, 6 pieds 5, 215 livres, le défenseur le plus violent de toute la QV, plus que Keshawn Aitchison. Les habitudes du podcast, vous le savez, Bitkowski est rapidement devenu un de mes favoris de cette QV-là. J'ai commencé à vous en parler, je pense, en octobre, notamment dans ma vidéo sur les défenseurs droitiers. Je mentionnais alors que je comprenais pas le hype autour de certains défenseurs droitiers, alors qu'un gars comme Bitkowski existe. Bitkowski, c'est certes pas le meilleur patineur, mais je pense qu'il est plus mobile que la majorité des défenseurs format géant de cet âge-là. Il a été, bon, peu productif, 7 points en 37 parties, mais il a un gros shot de la ligne bleue, puis il a montré des beaux flashs offensifs, de l'activation download, du transport de rondelles en transition, puis à mon avis, des passes très sous-estimées en breakout également. Il va jamais devenir un gros producteur au prochain niveau, je pense pas, mais ce petit instinct offensif-là est beaucoup plus développé que, mettons, des gars comme Jacob Rombach, Maceo Phillips ou Peyton Kettles. Puis je réitère, c'est le défenseur le plus violent du draft. Puis j'insiste sur violent. Il n'est pas juste robuste, il est méchant. Il essaye d'assassiner ses adversaires. Il joue du hockey de série même en pré-saison, puis même en étant pour une équipe de pisse. C'est un des défenseurs, en fait, un des meilleurs défenseurs, je devrais dire, de cette QV-là, devant son filet ou autour même de son filet. Il est gros, il est fort, il box out les joueurs adverses. Il va te cross-checker dans le dos jusqu'à temps que tu te tasses, autrement dit. C'est très dissuasif pour les autres joueurs d'aller jouer proche du filet ou même d'aller chercher la puck le long des bandes lorsque Bitkowski est sur la glace. On le voit déjà en WHL. Parce que tu le sais que ça va faire mal si tu essayes justement d'aller chercher la puck contre lui. C'est un joueur qui lâche déjà les gants à cet âge-là aussi. Bref, je vois du Nico Mikola en lui ou du genre Arbor Jackay peut-être. Gros défenseur méchant, capable de supporter l'attaque au besoin, qui va marquer quelques buts par année, en fait, grâce à son gros shot, puis ses quelques activations. Puis je pense que ce sera un beau fit ici pour Chicago. Au 35e rang, les Prédateurs de Nashville qui ont le mandat de trouver du talent spécial, on le sait. Colin Potter sera un très beau choix ici. Alexander Sharovski également. Mais je pense qu'il pourrait y aller avec une long shot. Eux qui ont aussi besoin de défenseurs, j'en parlais. Je pense qu'il pourrait y aller ici avec Aochi Wang, a.k.a. Simon Wang. Wang, défenseur gaucher 6 pieds 6, qui est possiblement un des meilleurs patineurs latérales de toute la QV. Un géant qui bouge avec une aisance comme on a rarement vu à cet âge-là. Il est vraiment honnêtement impressionnant à voir côté patin. Sauf que Wang, ben, il a de la misère à jouer au hockey. Puis, petite mise en contexte, Wang est né en Chine puis est arrivé au Canada vers l'âge de 12 ans, si je me souviens bien. Fait qu'il n'a pas joué du vrai bon hockey organisé avant cet âge-là. En fait, de ce qui comptait, quand tu es défenseur, tu apprends à défendre et c'est tout. Tu n'apprends pas nécessairement à le jeu de transition, les relances et tout ça. Puis comme si c'était pas assez, Wang, quand il est déménagé ici, ben, il a eu la COVID, fait qu'il a perdu 1 an en plus à cause de la COVID. Fait que je pense qu'il est largement en retard sur son développement à hockey, sauf qu'il est immense, il patine comme le vent, il frappe fort. Des aspects difficilement enseignables, voire même impossibles à enseigner. Wang a débuté la saison en OJHL, le Junior A en Ontario, puis il était dominant. Il transportait la rondelle coast to coast, il démolissait tout le monde open ice. Sauf qu'il a terminé la saison en OHL, puis l'adaptation a été plus difficile. Le niveau de jeu, je pense, était trop élevé ou allait trop vite pour lui. Puis il y avait du temps de jeu limité aussi, c'est sûr que ça aide pas. Mais il s'est amélioré, surtout en fin de saison. Là, pour vrai, c'était quand même rendu pas si pire. Son jeu défensif s'est développé. Il apportait de plus en plus de robustesse, comme il le faisait dans la OJHL. S'activait un peu plus offensivement également, même s'il n'a pas vraiment produit. Il y a encore de la misère à gérer les jeux sous pression. Puis il y a beaucoup de misère aussi avec la qualité de ses passes. Drôle à dire comme inconvénient, mais il passe mal. En fait, je dirais que son talent de passeur est backorder. Ses mains sont pas si pires, mais son contrôle de rondelle est inégal. Mais réalistiquement, c'est ça. Je pense qu'on parle ici d'un défenseur défensif excessivement mobile, avec une touche de robustesse, peut-être une touche d'offensive ou de jeu de transition. Sauf que je pense qu'avec ces outils-là, on peut se permettre de rêver qu'il pourrait se développer en défenseur two-way de top 4, mais je pense que c'est quand même très loin.
Il va jouer en OHL à temps plein la saison prochaine, puis il va joindre Boston University d'ici 2 ans. Donc, un beau plan de développement. Moi, ça me rend optimiste, mais c'est un projet. Je pense qu'il pourrait ne jamais mettre les pieds sur une glace de la LNH, mais il pourrait être une belle bébite. Mais je pense qu'il a encore besoin d'un bon 5 ans dans mijoteuse, notre cher Auchi Wang. Au 36e rang, les Flyers de Philadelphie, après avoir choisi Desnoyers, Spence puis Rombach en première ronde dans ma simulation, je pense qu'il pourrait avoir de l'intérêt ici pour Bedkowski, mais il est parti. Sinon, soigner pour la clôture avec un Mason West serait une très belle option aussi pour eux, mais je pense qu'ils vont y aller pour la vitesse puis l'upside offensif malgré le gabarit en Colin Potter. Possiblement le meilleur joueur disponible à ce point-ci dans le repêchage, du moins dans cette simulation. Potter, ailier slash centre, 5 et 10, patineur frôlant l'élite, avec d'excellentes mains, avec une certaine touche de marqueur et du bon playmaking également. Mais son principal atout, c'est vraiment son patin à mon avis. Il est rapide, agile, explosif, dynamique, ses pieds sont rapides, il apporte un très bon niveau d'engagement également. En termes de talent et d'upside offensif, je pense qu'il ne fait pas de doute que Potter il a un talent possiblement top 20 dans cette cuvée-là, peut-être même top 15, sauf que son gabarit et son manque de robustesse pourraient inquiéter les équipes de la LNH. Même s'il est travaillant, il pourrait avoir de la misère le long des bandes ou à l'intérieur de la glace dans la LNH, principalement en série. Mais définitivement, un potentiel pour jouer sur un top 6 ici, plus que les autres joueurs là, que j'ai plus loin en deuxième ronde. Fort probablement plus à l'aile qu'au centre, mais c'est ça, comme je dis, il y a un facteur risque en raison de sa taille et de sa force physique. Je pense toutefois qu'il pourrait développer un jeu défensif puis intense qui pourrait lui permettre de jouer sur un troisième trio si jamais l'offensive ne se transpose pas au prochain niveau. Sauf que ici, ben pour Philly, je pense que mettons, avec Desnoyers et Michkov, ça serait un beau fit. Ou avec Luchenko, un autre joueur rapide, je pense que ça pourrait faire un excellent duo. Fait que je pense qu'il pourrait là, ici y aller avec du talent et repêcher Potter au 36e rang. Au 37e rang, les Capitals de Washington, je parlais lors de la première ronde qui aurait bien aimé mettre la main sur le gros Václav Nestrachil. Nestrachil? Je sais plus, il y a un chat quelque part, au 27e rang. Sauf qu'il était déjà sorti 25e aux Blackhawks. Mais il y a une licorne qui pourrait toutefois tenter Washington. Puis je parle ici du gros Mason West. Attaquant 6 pieds 6, genre 207 livres, bon patineur, joueur robuste, joueur qui joue avec un bon niveau d'implication, qui a cumulé 49 points en 31 rencontres dans le réseau d'écoles secondaires américains. C'est un peu le Dean Letourneau de cette année, sauf que, contrairement à Letourneau, ses matchs en USHL en fin de saison ont été très convaincants. 5 points en 7 rencontres. Letourneau était peut-être meilleur que West en termes de sens du jeu et de maniement de rondelles, mais je pense que West a, du moins à mon avis, un plus beau upside que Letourneau. Puis je l'ai classé plus haut que j'avais classé Letourneau l'an dernier et dans une cuvée plus faible, donc imaginez. En fait, il faut comprendre que West, c'est un athlète multidisciplinaire qui est également corps arrière pour l'équipe de football de son école. Il a choisi le hockey officiellement, puis il va même joindre la NCAA, mais il va encore jouer aux deux sports la saison prochaine, va terminer la saison en USHL et va joindre la NCAA l'an prochain. On peut s'attendre quand même à une progression lente pour sa part, compte tenu, c'est ça qui est encore multidisciplinaire. Un peu comme Archie Wang, là, si on veut. Je dis souvent que c'est le Wang à l'attaque, sauf que West, c'est un athlète exceptionnel, possiblement le meilleur athlète du draft, j'oserais même dire. Puis il a encore beaucoup à apprendre d'un point de vue hockey. Il est souvent désorganisé, manque un peu de coordination, je dirais même, mais les flashs sont là, puis sont excessivement encourageants également. Il y a eu des flashs de bon maniement de rondelles, d'autres flashs évidemment atroces, mais je pense que dans un cas de même, on doit s'accrocher au bon flash, compte tenu qu'un peu comme Wang, on le sait que c'est un projet à long terme. Fait que je pense qu'il faut un petit peu plus focuser sur le positif. On sait qu'il y a un cas de boom or bust ici. Mais je pense que l'upside est très haut. Il y a eu des très bons lancers également, puis du bon jeu robuste aussi. Puis personnellement, le fait que ce soit aussi un corps arrière au football, moi, ça me parle d'un point de vue vision, puis analyse, puis comment peut-être qu'il processe la game. C'est peut-être un cas aussi d'un joueur que je verrais être converti à la défense, compte tenu de son profil, justement, de corps arrière, qui sait. Je pense que ce serait cool de l'essayer, tu sais. Fait que bref, un beau projet, un joueur que, là, je le mets 37e, mais je pense qu'il pourrait sortir plus tôt qu'on pense. Je pense qu'il pourrait même sortir avant Auchi Wang. Puis je pense même qu'il pourrait sortir en première ronde. Donc, à suivre.
Au 38e rang, le Kraken de Seattle. Je mentionnais en première ronde leur besoin urgent de stacker des défenseurs. Je pense que c'est une grosse possibilité ici qui irait vers un défenseur. Sauf que, étant donné que j'ai fait sortir plusieurs défenseurs dans les derniers rangs, Rombach, Brustevich, Wang, Betkowski, Shenishka, les options sont limitées ici. Kurban Limatov serait peut-être la meilleure option s'ils veulent un défenseur avec l'upside offensif. Probablement le meilleur défenseur disponible aux yeux de plusieurs. Sauf que Seattle, ils n'ont pas l'habitude de repêcher en Russie. Du moins jusqu'à présent. Peut-être qu'ils pourraient nous surprendre ici. Puis on sait qu'ils aiment énormément repêcher dans la CHL. Fait que je pense qu'ils pourraient y aller avec un gros attaquant toutefois, mais de la WHL. Mais ouais, non. Je pense qu'ils vont plutôt soigner pour du talent pur offensif, puis aller pour un autre cas de boom or bust. Puis je vais y aller ici avec Riker Lee. Lee, ailier, 6 pieds, 181 livres, joueur excessivement talentueux qui a évolué en USHL cette saison, des mains magiques, un passeur créatif capable de marquer également par son tir franc. C'est un play driver capable de manipuler les défensives adverses, également impliqué sans la rondelle aussi. C'est pas un joueur unidimensionnel, ni désengagé. Il a du talent pour jouer sur un top 6 dans la LNH. Dans le guide d'Elite Prospects, on parlait de lui comme étant un talent qui pourrait possiblement être considéré pour le top 10 si on parle uniquement des aptitudes offensives. Puis je suis d'accord avec ça. Sauf que Lee, il a un patin limite problématique, ce qui limite énormément ses contre-attaques, puis même ses feintes, compte tenu qu'il n'est pas explosif. Fait que ça fait peur, en fait, pour la transposabilité de son jeu au prochain niveau. Mais sauf que s'il réussit à corriger tout ça, il pourrait devenir un des vols du repêchage. Sauf qu'on en est loin. C'est un autre projet. Je parlais de Wang puis West que c'est des projets. Riker Lee, il y a ce côté boomer bust là aussi. En fait, je pense que Lee va jouer professionnellement. Je sais pas si ça va être dans la LNH ou la Ligue américaine. En fait, je pense soit ça va devenir un bon NHLer ou une superstar de la Ligue américaine. Parce que on est loin d'un produit fini ici. Il est lent, peu agile, peu explosif. Il semble même à bout de souffle parfois, mais il a un talent offensif exceptionnel. Il me rappelle un peu, en fait, Christophe Dupéré. Des bonnes mains, un peu à bout de souffle. Bref, celui qui se fait appeler le magicien, saura-t-il faire disparaître les points d'interrogation à son égard? Qui sait? Au 39e rang pour les Sabres de Buffalo, je les verrais bien ici sélectionner Jack Murtagh, ailier 6 pieds 1, possiblement le meilleur joueur du programme de développement américain cette saison, puis un des jeunes joueurs de cette QV aussi. Je pense que Murtagh pourrait sortir en première ronde. Je pense qu'il pourrait aussi possiblement se ramasser dans ces rangs-là, là, entre 35 et 45. Je pense qu'on est beaucoup, en fait, dans la projection dans le cas de Murtagh, parce que c'est loin d'un produit fini lui aussi, mais je pense qu'il est beaucoup moins risqué que d'autres des joueurs que je viens de nommer. C'est un joueur qui est déjà quand même assez well-rounded, mais je pense qu'il n'est pas nécessairement spécial dans aucun aspect de son jeu présentement. À la base, c'est un joueur qui est reconnu pour son lancer, qui amène une certaine énergie également. Je le comparais même en début de saison à une version moins élite de Ryan Leonard, si vous voyez le genre. Et personnellement, il m'a quand même beaucoup déçu dans plusieurs de mes visionnements. Il a même montré un manque d'implication dans certains de ces games-là, puis même des mauvaises prises de décision parfois. Sauf que faut garder en tête qu'il est encore jeune, il est encore raw, puis la fondation est très bonne dans son cas. Fait que ça me rend optimiste à son égard, sauf que j'aurais vraiment aimé en voir plus. Mais je pense que ça demeure un joueur facilement transposable dans un milieu d'alignement dans la LNH. Ce serait une belle prise ici pour les Sabres de Buffalo. 40e pour les Flyers. Après avoir été avec un attaquant quelques rangs plus tôt, je pense qu'ils doivent là, vraiment commencer à stacker les défenseurs ici. Puis je pense qu'ils pourraient ici soigner pour la clôture avec Kurban Limatov. Limatov, défenseur dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui pourrait devenir d'un très bon défenseur de cette QV, je crois. Gaucher, 6 pieds 3, 200 livres, qui a joué en Russie cette saison, en MHL toutefois. Magnifique patineur, robuste à souhait, capable de supporter l'attaque, sauf que j'ai trouvé qu'il y a un sens du jeu largement sous la moyenne et ça m'a beaucoup déçu. C'est pour ça que je l'ai classé beaucoup plus loin, même si le potentiel de boom est là dans son cas. En fait, si je critiquais la prise de décision de Jackson Smith, Limatov, c'est vraiment encore pire. Même genre de profil, toutefois, quand même. C'est un excellent athlète,
très bon patineur, mais les risques qu'il prend sont malheureusement trop souvent mal calculés. Il y a beaucoup de travail à faire avec lui. C'est un projet, lui aussi, projet sur plusieurs saisons, mais je pense qu'il a le potentiel quand même de devenir un défenseur top 4, je crois. Mobile, robuste, bon gabarit, capable de supporter l'attaque, possible joueur two-way s'il devient meilleur défensivement. Puis je le disais, c'est excessivement rare dans cette cuvée-là. Fait que je pense que c'est une belle swing à prendre ici pour les Flyers et définitivement le genre de joueurs qui ont besoin dans leur reconstruction. Au 41e rang pour les Canadiens de Montréal, je vais y aller avec un choix que, je pense pourrait sortir un petit peu plus tôt que ça, même si je sais que la plupart des auditeurs le voient sortir entre 15 et 25, mais je suis pas convaincu qu'il va sortir si tôt que ça. Peut-être je me trompe, mais souhaitons qu'il soit là pour les Canadiens au 41e rang et souhaitons qu'il soit en mesure de le repêcher. Mais mon petit doigt me dit qu'il va sortir légèrement plus tôt que ça. Je parle ici d'un de mes chouchous, Alexander Jarofsky. Puis shout-out à mon collègue Dylan Griffin de Elite Prospects pour l'avoir mis sur la map. Personne n'en parlait de Jarofsky en janvier. Il était même pas classé par la centrale de recrutement. Dylan l'a poussé fort dans le classement d'Elite Prospects cet hiver. Puis j'étais pas encore avec EP à ce moment-là, mais ça a attiré mon attention parce que c'était le seul nom que je connaissais pas dans leur classement. Fait que je suis allé le voir rapidement. Je suis tombé en amour. Puis vous le savez, j'ai commencé à vous le hyper janvier, février. Je parlais de Jarofsky dans tous mes épisodes. Fait que bref, Jarofsky, il a finalement terminé 5e sur la liste européenne de la centrale de recrutement. Lui, que je le réitère, quelques mois plus tôt, n'était pas classé. Puis il est maintenant dans de nombreux top 32 et apparaît comme étant une des cartes cachées, même s'il n'est plus vraiment caché de ce repêchage-là. Mais bref, Jarofsky, c'est simple. C'est le nouveau Alex Kovalev. Possiblement les meilleures mains du draft. Un barista qui sert des belles tasses de café. Il est créatif, il est évasif, il ralentit le jeu, il manipule les défenseurs. Puis je pense que son lancer est pas si mal que ça aussi, même si dans les vidéos que je vais montrer où c'est que je montre ses mains, il enfile rarement l'aiguille. Mais le problème avec Jarofsky, et c'est pourquoi il n'est pas dans la majorité des top 15, parce que je pense en termes de talent et de peut-être même pur potentiel, il mériterait d'être dans tous les top 15 et top 20, c'est que son patin n'est pas top. Il fait 6 pieds 1, c'est pas le plus robuste non plus, c'est vraiment un joueur de finesse ici. Puis également, il a joué en MHL toute la saison. Puis ça effraie parfois les équipes de la LNH parce que c'est un calibre très faible puis un style de jeu peu transposable également à la LNH. C'est une des raisons pour lesquelles un gars justement comme Demidov n'est pas sorti 2e la saison dernière. Donc, c'est pour ça que je pense que Jarofsky pourrait sortir même plus tard que le 41e rang lors de la journée du repêchage. Sauf que peut-être ce qui pourrait rassurer les équipes, c'est que Jarofsky il a joué en KHL durant les séries éliminatoires, puis il a très bien fait. Donc, c'est un faible échantillon, mais peut-être que cet échantillon-là va être suffisant pour taire les soupçons à son égard. Puis avec la banque d'espoir que le CH a, je pense qu'ils peuvent y aller ici pour la clôture, puis prendre un joueur qui a un certain high risk, je dirais, mais qui a surtout un high reward. Je pense que vraiment un talent de top 15, à mon avis, mais un joueur excessivement risqué, mais magnifique joueur à voir jouer. Un de mes préférés, en fait, cette saison. Un joueur que j'aurais pu binge-watcher. En fait, que j'ai binge-watché. Un des rares joueurs que, quand j'ai fait mon premier visionnement, je pense que je me suis clenché 3-4 games back-to-back. J'étais plus capable d'arrêter. Fait que bref, Alexander Jarofsky. Au 42e rang, les Islanders de New York, je pense qu'ils doivent ici viser l'upside, stacker des joueurs de centre, puis je les verrais y aller ici avec William Moore. Moore, attaquant 6 pieds 2, qui a joué un peu au centre, mais qui a principalement joué à l'aile cette saison pour le programme de développement américain. Mais je le verrais bien se développer en joueur de centre toutefois. Moore était vu en début de saison comme étant un choix top 15 avec tout son pedigree. C'est un joueur quand même qui avait dominé avant ça, sauf qu'il a déçu cette saison. Une des grosses déceptions à mon avis cette saison. Pour ma part, ça a vraiment été son manque d'intensité, d'engagement qui m'a rapidement dégoûté,
puis qui a fait en sorte en fait qu'il s'est ramassé hors de mon top 50 quand même assez tôt en saison. Sauf que Moore, il est talentueux, il a de l'upside, puis je pense qu'il pourrait très bien rebondir, mais c'est pas un pari que je prendrais personnellement. C'est un joueur qui est intelligent, très bon passeur, capable même de décocher des bons tirs aussi, même capable d'amener une certaine touche de robustesse aussi dans son jeu. Fait que bref, un joueur de 6 pieds 2, bon all-around, qui pourrait jouer au centre avec un possible profil two-way de milieu d'alignement, avec un petit peu de potentiel de boom ici, sauf que ça fait beaucoup de choses de potentiel en fait, puis peu de certitude, je pense. On parle beaucoup, je pense, de projection dans le cas de Moore et ça m'effraie un petit peu, sauf que je pense qu'au 42e rang, il y a quand même, c'est un bon value pick, je crois, même si c'est assez risqué, mais je pense que les Highlanders sont au point où ils doivent essayer d'aller chercher des joueurs qui vont être meilleurs là, qu'un Fortliner ici. Puis je pense que William Moore pourrait être leur choix. Au 43e rang, les Rangers de New York, je les voyais initialement ici aller chercher un gros centre, un genre de guard ou pas Panikis, mais je pense qu'ils vont y aller, en fait, pour un des joueurs les plus intelligents du draft, Nathan Bain. Un autre que j'ai pas vraiment aimé cette saison-ci, un peu comme William Moore, puis pas mal pour les mêmes raisons que William Moore. Nathan Bain, attaquant, 6 pieds 1,5, magnifique sens du jeu, un genre de dual threat là, à l'attaque, capable de distribuer la rondelle puis de marquer, sauf que dans mes visionnements, il était plus souvent qu'autrement désengagé physiquement ainsi que défensivement. Je le trouvais lâche, il manquait là, quelques enjambées additionnelles en échec avant. Était souvent invisible également. Puis le fait que son patin soit sous la moyenne aidait vraiment pas non plus. Fait que quand t'as un gars qui patine pas bien, puis qu'en plus, il se donne pas l'effort de travailler, en tout cas, pour moi, ça score vraiment pas fort dans mon fichier d'évaluation. Je trouve aussi qu'il y avait des bons flashs de maniement de rondelles. Des fois, il a sorti des super belles feintes, sauf que je pense plus souvent qu'autrement, il perdait facilement le disque, surtout lorsqu'il était mis sous pression ou en espace restreint. Fait que pour moi, c'est un joueur trop risqué pour l'avoir dans mon top 40 personnellement, sauf que l'upside est très élevé dans son cas. Puis je pense que si Bain hit, ça fera un duo très intéressant avec Gabe Perreault à New York. Puis je pense que c'est ça, un des joueurs maintenant qui reste sur le board, qui a dans les plus hauts upside offensifs. Mais c'est ça, il y a le risque, je pense, qui vient avec. C'est un peu le Tarek Parasak, je pense, de cette année. Joueur super intelligent, certaines habitudes quand même transposables, mais vraiment pas le plus pacey, puis un patin quand même en dessous de la moyenne. Fait que, ouais, peut-être qu'il va sortir plus haut que ça. Tu sais, Parasak est sorti quand même très haut. Peut-être que Bain va sortir plus haut que ça. Mais moi, je suis vraiment pas vendu. Au 44e rang, les Red Wings de Detroit, en allant chercher Eklund au premier tour, je pense qu'il pourrait avoir ici un petit vent de panique parce qu'on sait qu'ils veulent être gros, les Red Wings. Fait que là, d'aller chercher un gars en bas de 6 pieds, peut-être qu'ils vont se dire, oh, bah, il faut y aller chercher un petit peu plus de muscles. Fait que je pense qu'ils pourraient, en fait, vouloir essayer de commencer à stacker des plus gros joueurs ici. Fait qu'on va y aller dans cette optique-là. Je vais y aller ici avec Matthew Guard, centre 6 pieds 5, qu'on comparait à un Adam Lowry plus rapide chez Elite Prospects, un des très bons attaquants défensifs de cette cuvée-là, mais également robuste en échec avant, qui a montré aussi des bons flashs de distribution en espace restreint. Je le sors souvent comme comparaison, en fait, quand on parle de Jack Nesbitt. En fait, ce que je dis, c'est que si on vise un 3e ou 4e centre, personnellement, je préfère Matthew Guard que Jack Nesbitt. Certes, je pense que Guard est moins talentueux que Nesbitt, sauf que c'est un meilleur patineur, il est plus robuste, puis je pense même qu'il est meilleur défensivement compte tenu que cette explosion-là puis cette agilité-là de plus que Nesbitt n'a pas. Mais bon, comme je disais, le talent offensif est peut-être un petit peu inférieur, mais fait que c'est pour ça que je préfère un petit peu Guard là, que Nesbitt. Je pense qu'il est encore plus plug and play sur un bottom six. Puis je pense que les Wings auraient ici un bon NHLer, puis surtout un joueur qui va être très utile en série, puis qui pourrait facilement jouer sur leur 4e trio, mais peut-être se développer en centre de 3e. Mais comme je disais, centre 6 pieds 5, robuste, bon patin. Écoute, pour moi, c'est un no-brainer ici avec Matthew Guard. Au 45e rang, les Flyers, encore. Je le disais,
Ils doivent stacker les défenseurs. Je les ai fait prendre Rombach en première ronde, Limatov il y a quelques rangs de ça. Deux énormes gauchers. Je pense qu'il pourrait peut-être viser un autre défenseur, mais droitier ici, quoiqu'il y a quelques bons gauchers encore sur le board. Mais c'est ça, les options sont quand même limitées côté droitier. Fait que je vais y aller pour un gars qui a énormément glissé sur les listes publiques, mais je serais pas surpris de voir renaître de ses cendres, puis peut-être même sortir un petit peu plus tôt que ce qu'on pense, peut-être dans ces eaux-là. Je parle de Charlie Trethewey. Trethewey, un peu comme William Moore, c'est deux joueurs du programme de développement qui étaient vus comme étant des choix top 15, top 20 avant le début de la saison. Qui était supposé être en fait deux des stars de cette équipe-là qui a été grandement décevante. Sauf que maintenant, c'est rare de voir Trethewey dans les top 50, même, je dirais. Défenseur droitier, 6 pieds 1, 200 livres. Quand même assez jeune, c'est un gars né au mois d'août. Excellent patineur, excellente robustesse, excellent tir de la ligne bleue. Je pense même que c'est son principal atout. Sauf que ça s'arrête pas mal là. Il patine, il frappe un peu, il lance, mais il a peine à conserver la rondelle. En fait, son contrôle de rondelle est déficient. Il fait beaucoup d'erreurs quand il a la possession. Autant à la ligne bleue offensive qu'en récupération de rondelle. Il fait des mauvaises lectures, crée beaucoup de revirements. Il semble souvent une seconde en retard sur le jeu. Puis même s'il est mobile et qu'il possède un gros shot, je trouve qu'il manque de vision puis de créativité, il manque de main puis il manque de jeu de passe afin de devenir en fait une option transposable sur un jeu de puissance. Je le vois pas comme un corps arrière au prochain niveau. Fait que là, tu te dis, OK, ça va plus être, mettons, un 5-6e défenseur réalistiquement, mais à 6 pieds 1, il y a peut-être d'autres options comme 5-6e défenseur défensif. C'est un peu ça mon problème avec Trethewey. Puis sauf que, ben, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même le patin, puis le shot. Il y a peut-être une possibilité qu'il se développe en défenseur top 4 s'il explose la saison prochaine. Mais je pense qu'il pourrait aussi très bien stagner puis rester un défenseur de la Ligue américaine. Puis c'est pour ça que personnellement, je l'ai encore plus loin que ça sur ma liste. Mais je pense que c'est un beau projet. Puis il y a peu de défenseurs, comme je disais, qui ont peut-être l'upside que Trethewey a à ce rang-ci. Puis je pense que les Flyers pourraient très bien prendre ce risque-là ici. Au 46e rang, les Mammouths de l'Utah, on va y aller pour la caricature ici. Je pense qu'ils vont y aller pour une swing pour la clôture avec un Russe très grand et très raw, Danil Prokhorov. Ailier, 6 pieds 5, 209 livres, pas un late. Un des projets les plus fun, je pense, cette QV, mais aussi des plus risqués. En fait, c'est simple, Prokhorov, c'est un joueur nord-sud de 6 pieds 5. Il démolit tout son passage, il est gros, il est fort, il est robuste, il se casse pas trop le bicycle dans son jeu. Il a un excellent lancer aussi, puis il a une mentalité, en fait, de tirer et de poser des questions plus tard, tu sais. D'ailleurs, 20 buts, 7 passes en 43 games. Mais c'est fait en MHL, ça. Puis c'est un des deux gros problèmes avec Prokhorov. Il n'a pas été si productif que ça, ni si dominant que ça, même s'il était dans une ligue faible, la MHL, puis qui fait 6 pieds 5 pouces, 209 livres, tu sais. 0.63 points par match, pour moi, c'est vraiment pas assez. Puis l'autre problème, c'est que même s'il est robuste, puis un gros shot, c'est vraiment pas un joueur cérébral. C'est un chien en liberté, mais il n'y a pas vraiment de détails dans son jeu. En fait, je disais nord-sud, très simple. Son patin est aussi limité. Ses mains sont sous la moyenne. Puis je pense pas l'avoir vu faire une seule passe dans tous mes visionnements cette année. Mais si on cherche un joueur avec quelque chose de spécial, je pense que Prokhorov est pas plate dans ces rangs-là. Ça pourrait être intéressant pour l'Utah. On sait qu'il aime les gros. Il aime les géants russes. Fait que s'il y a bien une équipe que je vois prendre une swing pour lui assez rapidement, ce serait bien eux autres. Mais je pense qu'on parle ici d'un projet à long terme. Possible qu'il joue jamais en LNH. Je pense que réalistiquement, on parle plus d'un Fortliner un peu nono, mais gros, méchant, peut-être capable de tirer. Mais s'il développe des mains, s'il développe du playmaking, s'il améliore un peu son patin, ça pourrait devenir un power forward de top 9. Puis là, ben ici, l'Utah aurait un coup de circuit. Mais je pense que les chances sont quand même assez faibles ici avec Danil Prokhorov. Au 47e rang, les Canucks de Vancouver. Je vais garder ça simple, je vais y aller pour un gros centre de la WHL. Après Papa dans Petite Vie, je vous présente Popanikis, Hayden de son prénom, Hayden Popanikis, qui est un peu comme Matthew Guard, centre two-way 6 pieds 4, que je préfère un petit peu à Jack Nesbitt.
on comparait en fait Matthew Guard chez Elite Prospects à un Adam Lowry plus rapide. Ben, on a comparé Popanicus à un Adam Lowry, mais plus talentueux. Je disais lors d'un épisode récent que Popanicus, c'est un de mes gros candidats pour une grosse saison l'an prochain. Il devrait jouer sur le top 6 en fait de Kelowna, qui vont être l'équipe haute de la Coupe Memorial. Fait qu'il va être dans des bonnes conditions, puis je pense vraiment qu'il pourrait exploser. Je serais vraiment pas surpris en fait de le voir se taper une grosse saison productive. T'sais, c'est un joueur Popanicus qui coche toutes les cases. Sauf qu'il n'est pas élite dans rien malheureusement. Mais il a le jeu défensif, il est bon en échec avant. Puis 6 pieds 4, puis il joue au centre. T'sais. Fait que c'est facilement transposable comme 3-4e centre dans la LNH. Mais je pense qu'il pourrait devenir un 3e centre de luxe, puis peut-être même un ailier de 2e trio s'il continue à développer sa touche offensive. Au 48e rang, les Flyers de Philadelphie. Ben oui, encore. Juste pour résumer la situation dans cette simulation-là, parce qu'il commence à avoir beaucoup de joueurs de repêcher pour les Flyers, je les ai fait repêcher 3 attaquants ici, Desnoyers, Spence, Potter, puis 3 défenseurs, Rombach, Limatov, Trethaway. Fait qu'un bon mix de certitude en Desnoyers, Spence, puis Rombach. Puis un bon mix d'upside, des potentiels coups de circuit ici avec Potter, Limatov, et peut-être même Trethaway. Puis juste cette récolte-là de ces 6 joueurs-là dans les 2 premières rondes, je pense que ça serait assez suffisant pour propulser les Flyers dans le top 5 des meilleures banques d'espoir de la Ligue, je pense. Mais il leur reste encore ici un choix de 2e ronde, puis je pense qu'ils peuvent se permettre d'y aller avec une autre grosse swing pour la clôture, puis d'aller chercher le gros faller du draft, un gars avec énormément de drapeaux rouges autour de lui, qui pourrait très bien sortir beaucoup plus loin que ça, même en raison de l'épouvantable combine qu'il a connu. Je parle bien, oui, de Ivan Ryabkin. Bon, pour la petite histoire, Ryabkin, attaquant 5 et 11, 201 livres, c'est pas un late qui était vu en début de saison comme étant la 3e merveille russe de suite après Michkov puis Demidov. On parle pas du même talent offensif brut, mais c'est un joueur qui était peut-être un petit peu plus complet, plus robuste que ces 2 joueurs-là également. Fait que c'était justifié, en fait, d'avoir Ryabkin en haute estime. Il avait battu l'an dernier le record de points pour un joueur de 16 ans dans la MHL devant Kucherov, Buchnevich. On rappelle, Demidov et Michkov, c'était des late, donc eux autres ils étaient à 17 ans. Mais tu sais, Ryabkin, là, il était pas loin derrière Demidov qui jouait... En fait, Demidov, lui, il jouait son année de 17 ans, puis il a fait 64 points en 44 parties dans la MHL à son année D-1. Puis Ryabkin, c'était juste 6 points de moins, mais en autant de rencontres. Puis je réitère, il jouait son année de 16 ans. Il était pas mal dans tous les top 5 préliminaires. C'est un joueur que j'avais beaucoup hâte de voir jouer cette année, que je disais qu'elle allait être un de mes préférés et un candidat en fait pour le top 3. Sauf que, oh là là, qu'il m'a déçu, puis il m'a déçu quand même assez vite, je vous dirais. Son début en MHL a été catastrophique cette année. Aucun but à ses 9 premiers matchs. 8 passes quand même, 8 passes en 9 matchs, mais il était complètement désengagé sur la glace. Il était frustrant à regarder. Puis il réclamait en fait une promotion en KHL sous menace de partir en Amérique. Fait que je pense que c'était sa manière de bouder puis de protester sa glace, mais c'est pas une belle attitude à avoir quand t'es draft eligible. Il a finalement eu une audition pour jouer dans la VHL, donc la 2e division si on veut. Ça s'est pas vraiment mieux passé. 2 points en 8 parties, aucun but encore une fois. Il a été rétrogradé en MHL une fois de plus. Puis il a marqué son premier but. En fait, 1 but, 3 passes en 6 matchs. Mais il a été blanchi à 4 de ces 6 matchs-là. Il y a eu un match d'un but, puis un match de 3 passes. Fait que c'était pas si hot que ça. Il a finalement quitté la Russie à fin décembre afin de se joindre à Muskegon dans la USHL. Juste pour se faire suspendre à son 2e match suite à un geste vicieux. Si on regarde juste ses stats en USHL, 30 points en 27 matchs, son équipe a été championne également de la Ligue, ça paraît bien, sauf que Ryabkin a été excessivement inconstant. Il accumulait des points à gauche, à droite, sauf que, bon, même parfois des beaux jeux, on va y donner, il a fait quand même quelques beaux buts là-dedans, mais je pense qu'il disparaissait. Dans le fond, 90% du temps, il était complètement invisible. Puis je l'ai souvent dit, j'ai préféré Václav Nestrasil dans pas mal tous mes visionnements de Muskegon et même Tyler Lawrence, éligible en 2026, mais lui, on s'en reparle dans quelques mois. Fait que bref, Ryabkin, capable de jouer robuste quand ça y tente, capable d'être un brillant distributeur de rondelles quand ça y tente, puis même capable d'enfiler l'aiguille, vous l'aurez compris, quand ça y tente.
Fait qu'il y a des grosses questions à savoir, en fait, autour de son attitude. Apparemment qu'il a énormément déçu lors du Combine et lors de ses entrevues aussi. En fait, entrevues limite catastrophiques que j'ai entendu dire. Il y avait cet automne des rumeurs à l'effet qu'il était aussi en très mauvaise condition physique. Puis c'est le son de cloche aussi qu'on a entendu depuis son arrivée en Amérique en janvier. Fait que boudage sur la glace, hors la glace, de l'inconstance, de la négligence dans son entraînement, c'est quand même décevant pour un joueur qui était pourtant très talentueux les années passées. Mais ne jetons pas la serviette, il pourrait très bien rebondir. Mais moi, personnellement, ça me fait peur. 48e, je trouve que ça serait beaucoup trop tôt pour repêcher Ryabkin. Mais soyons pas surpris, en fait, c'est ça, s'il glisse en 3e ou 4e ronde, honnêtement. Je pense pas qu'il a fait nécessairement bonne impression auprès des équipes de la LNH. Puis je l'ai mis ici au 48e rang, en 2e ronde, juste parce que j'avais envie de vous en parler. C'est un joueur qui mérite en fait d'être discuté. Puis je pense que Philly, avec leurs 45 choix de repêchage cette année, puis déjà une super vedette russe, je pense qu'il pourrait être de bons candidats pour s'essayer avec Ryabkin plus tôt que tard. Puis en plus, dans cette simulation-là, je les ai fait repêcher Kurban Limatov, coéquipier de Ryabkin en MHL. Bon, je ne sais pas si c'est positif ou si ça va juste mettre de la pagaille dans le vestiaire, mais je les laisserai juger ça. Fait que Ryabkin, 48e rang ici pour les Flyers. Au 49e rang, les Canadiens de Montréal qui ont repêché jusqu'ici 3 attaquants, Bear, Carbonneau, Jarowski. C'est pas piqué. C'est trois des favoris, en fait, des partisans. On dirait vraiment que j'ai fait arriver ça de même, mais non, en fait, je pense que, tu sais, Bear, Jarowski, je pense qu'ils vont sortir plus tard, peut-être, que ce qu'on pense. Puis je les ai repêchés parce que je pense que les partisans montréalais seraient fâchés si on laissait passer Bear et Jarowski, et avec raison. Fait que c'est juste pour ça que c'est arrivé comme ça. Mais j'ai envie de faire repêcher un défenseur ici, puis il y a un droitier dont je veux vous parler un petit peu plus depuis un bout, mais que mes abonnés Patreon ont vu passer. J'avais publié des clips sur Patreon, patreon.com/, briser la glace, je l'ai mal dit, c'est pas grave. Je pense que j'en ai glissé un mot aussi dans le dernier épisode. Je vous ai dit, gardez ce nom en tête. Je parle ici de Sean Barnhill, défenseur droitier, 6 pieds 5, 205 livres, c'est pas un late. Puis honnêtement, je pense qu'il va même sortir plus tôt que ça encore lors du repêchage, parce que c'est un gros droitier, puis les équipes aiment ça, les gros droitiers. Puis je pense que personne l'a même dans leur top 50, mais il va sortir top 50, je suis pas mal certain. Barnhill, c'est définitivement un défenseur de type défensif, sauf qu'il patine très bien pour sa taille, plus que d'autres des gros bonhommes. Puis il apporte une belle robustesse, quoi qu'il pourrait en apporter un petit peu plus. Mais c'est ça, il y a des flashs par-ci par-là, de transport de rondelles aussi, de support de l'attaque. C'est un work in progress qui pourrait jamais se transposer au prochain niveau, mais je pense que les flashs sont assez intéressants. Fait que c'est ça, gros défenseur, droitier, déjà fiable défensivement, solide contre le rush, robuste, qui patine bien. Moi, je chigne en bas de la feuille. Puis on le développera en solide 5-6e défenseur. Là, moi, ça me plaît. C'est un joueur qui a montré aussi une belle progression en cours de saison. Fait que peut-être un possible candidat pour prendre une autre coche l'an prochain. Puis je pense qu'ici, là, ça sera un merveilleux fit pour la banque d'espoir des Canadiens de Montréal. Au 50e rang, les Devils du New Jersey. Je vais y aller ici pour un joueur qui a connu une pas pire fin de saison puis qui pourrait sortir plus tôt que ça, même fin de première ronde, je dirais. William Horcoff, centre 6 pieds 5, 190 livres, le fils de Sean. Sean Horcoff, là, pas Sean dans Fallout 4. Parce que ça serait comme son père. Bref, il a débuté la saison, Horcoff, avec le programme de développement américain avant de quitter pour la NCAA. Je l'avais vraiment détesté en début de saison avec le programme. Je trouvais qu'il apportait rien à la glace, que son patin était tellement mauvais que je l'avais alors jugé de irrécupérable. Sauf que la progression suite à son transfert en NCAA a quand même été intéressante. Je pense que le patin s'est un peu amélioré, même s'il reste considérablement sous la moyenne. Il y a des flashs de playmaking, d'intelligence à hockey qui me rendent quand même beaucoup plus optimiste que je l'étais à l'automne. Puis, mea culpa, c'est un nom dont je ne vous ai pas parlé quand je parlais des gros centres puis que je comparais Nesbitt à Gard, Papanikis puis Zata. Mais Horcoff aurait pu être dans cette discussion-là, sauf que je pense que Horcoff et Nesbitt ont des profils quand même assez similaires au final. Je pense que les deux joueurs sont meilleurs
sans la rondelle qu'avec la rondelle. C'est pas des bons marqueurs, sauf qu'ils sont dangereux autour du filet, des bons passeurs en espace restreint, des bons penseurs, mais les deux ont un patin déficient qui pourrait... puis les deux, en fait, pourraient monter un petit peu plus de robustesse. Horcoff, moins bon patineur encore que Nesbitt, mais un petit peu plus robuste. Je pense que ça reste un pari intéressant à prendre ici, qui pourrait très bien, en fait, glisser... se glisser, pas glisser, il pourrait se glisser en fin de première ronde, comme que je disais. Parce que sur un centre de 6 pieds 5, c'est toujours intéressant pour les équipes. Il y a des bonnes chances, en fait, qu'il devienne un centre de quatrième trio. Mais, bof, je crois pas vraiment à l'upside ici, en William Horcoff. Au 51e rang, les Bruins de Boston, j'ai prédit ici pour eux Ethan Zata, centre 6 pieds 1, 175 livres. Un autre joueur qui excelle sur l'échec avant, qui a une belle robustesse, puis également certains flashs de fabrication de jeu en espace restreint. J'ai aussi vu des flashs, personnellement, d'excellents maniements de rondelles de sa part, même si on parle juste de flash. Son patin est moins problématique que Nesbitt puis Horcoff, mais il est moins bon que, mettons, un Matthew Guard. Peut-être un peu plus dans les eaux de Hayden Papanikis. Je reviens dans la comparaison de ces 5 centres-là. Mais bon, Zata, je l'ai inclus, mais c'est le plus petit des 5, là, évidemment, à 6 pieds 1, 6 pieds 2. Mais je pense qu'il y a quand même tout ce qu'il y a pour avoir le même genre de profil que ces gars-là. Je pense que Zata, un peu comme Papanikis, a peut-être le meilleur plafond offensif des 5, simplement dû au fait qu'il a peut-être des meilleurs soft skills, des meilleures mains. Mais réalistiquement, je pense qu'on parle ici d'un forechecker de 3-4e ligne, un gars qui va exceller aussi en défense, mais qui pourrait, c'est ça, très bien se trouver peut-être à l'aile plus haut dans l'alignement. Mais je pense qu'on parle vraiment plus d'un gars de bottom 6 ici. Au 52e rang, le Wild du Minnesota, puis je vais choisir ici Benjamin Keevan, un joueur qu'on tend souvent à oublier, je pense, mais Keevan, c'est un joueur super intéressant, attaquant 6 pieds, très rapide, dynamique, capable de manier la rondelle puis de décocher des tirs en mouvement. Il a évolué en USHL pour la majorité de la saison. Il a aussi joué pour Team USA au Link Cup. Il a dépanné dans le programme de développement américain. Fait que c'est pour ça que son nom vous est peut-être familier. Keevan n'est pas sorti de nulle part aussi. C'est un joueur qui avait connu une grosse saison l'an dernier en USHL, mais la progression n'a peut-être pas été aussi prononcée qu'on espérait dans son cas. Sauf qu'il paraît qu'il était blessé au poignet pour une bonne partie de la saison, ce qui pourrait expliquer là, sa plus lente progression, si on veut. Mais bref, Keevan, attaquant rapide, dynamique, agile, avec des bonnes mains, capable de passer, capable de marquer, mais il est plus petit, plus frêle. Fait que c'est un gars qui se fait quand même tasser facilement, qui a de la misère à prendre un peu l'intérieur. C'est pourquoi il pourrait glisser un petit peu, je pense. J'avais personnellement adoré son jeu défensif au Linka. Je le trouvais impliqué, intense sur le porteur du disque, très dangereux en relance. Mais j'ai pas nécessairement revu ce Keevan-là dans tous mes visionnements en cours de saison. Mais je pense que c'est un gros candidat à rebondir l'an prochain, si c'est vraiment en fait les blessures qui le ralentissaient. Mais je pense qu'il y a quand même malgré son manque peut-être de robustesse et de jeu physique, je pense que c'est un gars qui a quand même des belles qualités pour évoluer dans un milieu d'alignement dans la LNH. Au 53e rang, les Sharks de San Jose, qui ont jusqu'ici, dans cette simulation, repêché Michael Misa, Henry Brustevich et Christian Epperson. Leur attaque est en shape, j'en parlais déjà. Fait qu'un gros défenseur droitier ferait bien ici. Puis je vais y aller avec Peyton Kettles. Peyton Kettles, on va leur dire. Défenseur 6 pieds 5, 190 livres. Joueur très très jeune. Un début septembre, un peu comme Matthew Schaefer. J'en avais pas tant parlé en octobre dans mon spécial, c'est défenseur droitier, parce que honnêtement, je l'avais trouvé poche. Kettles, il est grand, mais il est fucking lent puis il manque d'agilité. Mais ça s'est amélioré quand même en cours de saison. Puis c'est... même si, bon, il est encore en dessous de la moyenne, mais ça s'est amélioré. Fait qu'on parle d'un projet ici, mais avec un plafond quand même très limité. Sauf qu'à 6 pieds 5, avec une certaine robustesse, une incroyable portée, très bon jeu autour du filet, en fait. Je pense que c'est un des très bons défenseurs défensifs de ce draft-là, mais vraiment un profil stay at home ici. Je pense que ça pourrait être quand même un projet intéressant pour les Sharks pour éventuellement venir remplir un trou comme 6-7e défenseur shutdown, mais surtout un joueur possiblement indispensable en série. Au 54e rang, les Flames de Calgary, tout le monde s'attend ici à prendre le joueur le plus talentueux, genre Cameron Schmidt, qui est toujours sur le board, on le rappelle. Mais je pense que au-delà du talent, les Flames cherchent d'abord et avant tout des joueurs qui ont un côté spécial.
Puis il y en a un sur le board que je pense passe beaucoup sur le radar puis qui pourrait être très aimé des équipes de la LNH. Puis je parle du défenseur Malte Vass. Défenseur gaucher, 6 pieds 2. C'est pas le plus gros, sauf qu'il joue gros. Il est très robuste, il va chercher ses plaqués en zone neutre, il joue rough le long des bandes, il est très intense, son patin il est pas autant limité que des défenseurs un petit peu plus gros dans ce range-là également. Fait que je pense que les équipes pourraient être tentées ici d'aller chercher Vass plutôt qu'un défenseur comme Maceo Phillips, qui est aussi un défenseur gaucher robuste, mais beaucoup plus gros, mais avec une mobilité beaucoup plus limitée que Malte Vass. Puis Vass, c'est ça, c'est sa hargne qui fait en sorte qu'il pourrait possiblement évoluer un peu plus haut dans l'alignement aussi, s'il continue à développer son jeu de transition. Mais comme je disais, le patin, il est là. Il y a un certain flair offensif, même si ça ne s'est pas transposé dans les points. Mais ouais, je pense que sa hargne, sa robustesse, puis c'est un gars de 6 pieds 2. Je pense que ça va parler aux équipes et il va sortir plus tôt que ce qu'on croit. Au 55e rang, les Prédateurs de Nashville. Je vais y aller ici pour un gros cas de bounce back. Une des grosses déceptions de cette année, Jacob Izvosniak. Ailier droit, 6 pieds 2, australo-suédois, qui était vu comme un choix top 15, voire même top 10 en début de saison. Lui qui était très productif les saisons précédentes. Je l'avais personnellement 9e il y a un an de ça. Puis là, il n'est pas dans mon top 50. Je pense pas. En tout cas, bref. Izvosniak, il a les outils. Il a le gabarit, le lancer, la vision pour devenir un allié de puissance two-way top 6. Sauf que le manque d'intensité avec et sans la rondelle, son manque de constance, ben, tout ça, ça a soulevé des points d'interrogation autour de lui en cours de saison. Puis maintenant, vu comme étant un cas de boom or boss, plus qu'une valeur sûre. Je pourrais voir une équipe prendre une chance avec lui beaucoup plus tôt que ça, voire même en fin de première ronde, parce qu'il y a vraiment des outils transposables à la LNH. Sauf que, bon, moi, je ne l'ai pas classé dans ces rangs-là. Je pense que le potentiel est quand même très intéressant ici, puis je pense trop intéressant pour le faire glisser plus que je le fais glisser en ce moment. Personnellement, je serais à l'aise là, de le repêcher dans ces rangs-là ici. Sauf qu'il y a des drapeaux rouges qui inquiètent, puis c'est pour ça, moi, personnellement, je ne le prendrais pas autour du 30-40e rang. Mais bon, peut-être qu'il va devenir un excellent NHLer, comme je disais, il y a plus d'upside offensif avec Izvosniak qu'il y en a avec des gars comme Matthew Guard et compagnie. Mais il y a des bonnes chances aussi qu'il ne joue jamais. Il n'y a pas de certitude ici, mais il pourrait devenir un très bon joueur, je le réitère. Au 56e rang, le Lightning de Tampa Bay. On va y aller ici pour un joueur qui pourrait sortir plus tard que ça, je pense. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, puis je pense qu'il est sous-estimé. Puis c'est un joueur que je verrais bien fitter dans leur identité. Je parle de Tyler Hopkins, centre 6 pieds 1, pas un late. Un joueur qui m'a charmé par son moteur, son sens du jeu, son patin, puis son style quand même déjà très pro. Réalistiquement, c'est un joueur plus d'énergie de troisième trio. C'est pas le plus gros, le plus robuste, mais il amène cette intensité-là sur une ligne. Très dynamique également, avec des flashs avancés de fabrication de jeu et même de marquage de but même. Des beaux flashs de maniement en espace restreint. Tout ça me rend vraiment optimiste à son égard. En fait, je l'aime pour les mêmes raisons pas mal que j'aime Braden Coote. Ça vous donne une idée. J'ai eu Hopkins dans ma première ronde à un certain moment cet hiver. Je pense qu'il en est sorti dans mon classement final, mais je pense que je l'ai quand même plus haut que pas mal tout le monde. Je dois être une des personnes qui l'a le plus haut en fait dans son classement. D'après moi, il est encore dans mon top 40. Je pense que c'est un joueur qui va nous surprendre l'an prochain, qui pourrait devenir un des gros vols de cette QV-là. Je sais pas s'il va sortir là, s'il va sortir plus tôt, beaucoup plus tard. À voir, mais tu sais, j'aime beaucoup, comme je disais, son patin, son dynamisme. Tyler Hopkins. Au 57e rang, le Kraken de Seattle. Je pense qu'ils vont prendre ici le défenseur Maceo Phillips. Le défenseur, en fait, le profil est simple. Je ne passerai pas trop de temps dessus. Défenseur, 6 pieds 6, gaucher, jouait pour le programme de développement américain, 6 points en 51 games. Fait que vous aurez compris que c'est un peu stay at home, un défenseur très robuste toutefois, un des plus robustes du draft, un très bon athlète, en fait, très fort physiquement, mais avec aucun apport offensif puis des limitations mécaniques quand même assez importantes. Je pense qu'il serait toutefois pas surprenant de le voir devenir un 6-7e défenseur dans la LNH, un joueur de série, un peu le même profil que Kettles dans le fond, mais à gauche et plus robuste encore, et peut-être même un peu plus limité, je dirais mécaniquement. Mais Phillips, là, je pense que ça va intéresser les équipes peut-être même plus haut que ça encore.
Au 58e rang, les Golden Knights de Vegas. J'ai choisi ici pour eux le joueur qui a le plus un nom de Pokémon, Genborg, Eddie Genborg. Les habitudes du podcast, vous le savez, Genborg, c'est un de mes coups de cœur cet automne, mais j'ai un peu refroidi dessus, malgré tout. En fait, Genborg, ailier, 6 pieds 1, joueur de bottom 6, très transposable, moteur dans le tapis, qui frappe tout ce qui bouge, il est intense, il allait devant le filet, même en SHL contre les messieurs, il allait brasser, puis il allait parler dans le casse des bonhommes. Fait qu'il y a beaucoup de choses à aimer de Eddie Genborg, puis il pourrait remplir un rôle sur une quatrième ligne quand même rapidement, je pense, dans la LNH. Puis pourquoi je l'aimais puis que je l'avais dans ma première ronde, c'est que je suspectais en début de saison un petit peu plus d'offensive de sa part parce que je trouvais son patin pas vilain. Puis j'ai vu des flashs que son lancer semblait quand même assez puissant. Mais cet upside offensif-là, il est seulement venu en flash cette saison, c'est pas vraiment concrétisé. C'est sûr que le fait qu'il jouait en SHL n'a pas aidé, sauf que même en compétition internationale, il n'est pas devenu une force offensive pour autant. Fait que j'ai pas eu le choix de le sortir de ma première ronde à un certain moment donné cet hiver. Puis c'est un joueur que je pense qui est très transposable, à upside limité, mais que les équipes pourraient très bien aimer. Au 59e rang, les Penguins de Pittsburgh, qui pourraient y aller avec un gardien ici, sauf que il y a d'autres équipes aussi plutôt qui pourraient repêcher des gardiens. Je pense qu'ils pourraient avoir peut-être 2 gardiens en deuxième ronde, qui sait. Mais vous savez, je parle pas de gardiens, fait que j'en ai pas mis dans ma deuxième ronde, simplement pour vous offrir plus de contenu de patineur. Mais je vais y aller, c'est ça, avec un joueur ici qui est la muse de ma fameuse joke de viennoiserie, on s'en rappelle, Tomáš Politin, attaquant 6 pieds 1, joueur qui joue déjà une game très pro, très transposable, un jeu complet, two-way, belle implication en échec avant, même contre des messieurs en Liga. Sauf que c'est ça le problème, c'est que c'est toujours difficile d'évaluer le potentiel offensif de ces gars-là. C'est un gars de 17 ans qui a du temps de 3-4e ligne contre des messieurs. Je suspecte qu'il pourrait peut-être avoir un petit peu plus d'offensive derrière la cravate, devenir un allié complémentaire, two-way peut-être de puissance même sur un top 9, mais je pense que sa chaise va plus être lui aussi dans un checking roll de bottom 6. 59e rang, je pense que c'est un beau guess à prendre pour les Pingouins ici. Puis je sais, ceux qui trouvent qu'il y a trop d'anglicisme vont capoter sur ce segment-là. Au 60e rang, les Ducks d'Anaheim. Les Ducks, ils repêchent bien eux autres. Puis je vais y aller avec un de mes favoris qui glisse, Eric Nilsson. Ben oui, je ne l'ai pas fait sortir plus tôt que ça. Écoute, pour moi, Nilsson, ça a été un first rounder toute l'année. Mais je peux comprendre aussi pourquoi plusieurs ne sont pas convaincus de son jeu. Centre, 6 pieds, mais 56 livres. C'est pas un late. C'est le fils d'un ancien NHLer, très bon patineur, très bon manière de rondelle, un joueur très intelligent aussi. Ça a été un des joueurs préférés cette année défensivement, mais qui a montré aussi du solide jeu en transition, qui sait se servir de ses mains, de son patin, puis de sa vision pour ralentir le jeu, être glissant, manipuler les défensives, puis créer de l'espace pour ses coéquipiers. Sauf que plus souvent qu'autrement, il a quand même tendance à être contraint de demeurer en périphérie. Mais j'ai vu des flashs dans lesquels il prend l'intérieur, mais c'est sûr qu'à 156 livres, il n'y aura pas de miracle à faire dans la LNH, même s'il fait 6 pieds. Je pense que son tir est sous-estimé également dans les highlights que je vais montrer. Il va avoir quelques bons shots de sa part. Fait que réalistiquement, je pense qu'on parle plus d'un troisième centre, shutdown avec du bon patin, certains jeux de transition. Mais je pense qu'il y a quand même les outils, les mains, puis si je parle du patin, la vision. Je pense qu'il y a une lueur d'espoir ici pour que peut-être, vers la fin de sa vingtaine, il devienne un deuxième centre two-way très solide défensivement. À suivre. Mais moi, je suis un gros fan de Eric Nilsson. Au 61e rang, les Bruins de Boston, je les vois prendre ici un joueur qui pourrait sortir bien plus tôt que ça. Cole McKinney, attaquant 6 pieds, 200 livres, un style de jeu très mature, très transposable dans un bottom 6 dans la LNH. Mais mon problème avec McKinney toute la saison, puis je ne sais pas si les équipes de la LNH vont accrocher là-dessus aussi puis le faire glisser dans ces rangs de sélection-là, ou s'il va plutôt sortir en début de deuxième, c'est son patin. Parce que à 6 pieds, avec un patin sous la moyenne, puis pas la plus grosse des physicalités, évidemment, j'ai peine à le projeter comme un 3-4e centre, même s'il y a des aptitudes de jeu transposables. Il n'est pas assez explosif. Il pourrait peut-être se faire tasser aussi à 6 pieds. Puis je vois pas aussi l'upside offensif
qui pourrait faire qu'il pourrait jouer un petit peu plus haut dans un alignement. Je pense qu'il va jouer, il devrait jouer, sauf que je pense que son plancher et son plafond sont pas mal à côté, l'un sur l'autre. Puis tant qu'à repêcher un centre de 3-4e ligne, je pense que Matthew Gard, Aiden Papanikis puis tout ça pourrait être plus intéressant que Cole McKinney, tout simplement en raison du patin et de la taille ici. Au 62e rang, les Blackhawks de Chicago. L'objectif de Chicago pendant ce draft-là, ça va être d'ajouter du poids puis de grossir leur ligne de centre, j'en parlais. Je les ai fait repêcher Anton Frondel, Václav Nestrasil puis David Bitkowski jusqu'ici. Fait que 3 gars qui vont amener de la robustesse. Sauf que, bon, j'aurais dû ajouter plus de centres, mais ça donnait pas tant. Au moins, ils ont Frondel. Mais c'est ça, je pense côté poids, mission accomplie. Côté robustesse, mission accomplie. Puis là, les options seraient limitées ici s'ils veulent ajouter un gros centre avec un certain upside. Fait que je pense qu'ils vont juste y aller. Ils vont retomber dans leur vieille bottine, y aller meilleurs joueurs disponibles, prendre un attaquant rapide, ils vont miser sur la vitesse. Puis, c'est ça, c'est le meilleur joueur disponible là, sur le board qui est classé là, en première ronde dans pas mal de listes. Cameron Schmidt. Puis non, je l'avais pas oublié. Puis même, je vais être honnête avec vous, je pense il pourrait, en fait, je vais pas le dire avec certitude, il pourrait, je crois, glisser encore plus tard que ça. Je serais pas surpris de le voir sortir en 3-4e ronde, honnêtement, parce que Schmidt, 5 pieds, 7 pouces, évidemment un des plus petits joueurs de la QV, mais également un des plus rapides et un des meilleurs snipers aussi du draft. Mais même s'il a un bon moteur, une belle énergie, une belle intensité, il est quand même facilement tassable, gagne pas beaucoup de batailles pour la rondelle, même dans la WHL. Il a d'excellentes mains, une bonne créativité, mais il y a d'autres questions peut-être aussi autour de sa prise de décision. On parlait de Schmidt comme étant peut-être un mixte entre Caulfield et Stankoven, mais je pense que le tir n'est pas au niveau de Caulfield, puis il n'y a pas la fougue de Stankoven non plus. Peut-être de Brincat, mais encore là, plus rapide, en fait, parce que ce Schmidt est quand même vraiment rapide. Je pense que c'est vraiment son arme principale. Mais est-ce que son patin va être assez suffisant pour le faire percer la LNH? C'est à voir. Fait que gros cas de boom or bust ici. Mais s'il boom, il pourrait boomer fort parce que, pour vrai, c'est un joueur qui est excitant à voir jouer. Cameron Schmidt, je pense que c'est un des préférés de plusieurs partisans également. Puis s'il y a une équipe, en fait, qui pourrait le prendre en 2e round, je pense que ce serait vraiment les Blackhawks ou évidemment une équipe là, comme Calgary là, qui aime bien ça y aller pour l'upside. Mais je pense que les candidats pour repêcher Schmidt sont quand même limités en 2e ronde. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il va glisser plus loin encore. Au 63e rang, les Devils du New Jersey, que je vois pour eux ici, Milton Gastrin. Centre 6 pieds, peut-être 6 pieds 1, c'est pas un late. Que je suis honnêtement surpris de voir sortir aussi tard que ça. Je me demande c'est qui le mêlé qui a fait ce mock draft-là, mais la raison est simple en fait, puis c'est un peu la même raison que Cole McKinney. Gastrin, c'est un des meilleurs centres two-way du draft, mais je pense que les équipes pourraient être tentées d'aller chercher des gars de 6 pieds 4 qui jouent au Canada avant d'aller chercher un gars de 6 pieds qui joue en Suède. Gastrin, il n'y a pas tant de faiblesse, mais il n'y a rien d'élite non plus. Solide jeu défensif, possiblement un des joueurs avec le... C'est sûr, un des meilleurs jeux défensifs, mais surtout un des meilleurs joueurs en poursuite du porteur du disque. Surtout dans sa zone, il est très intense sur le porteur. Il a un bon patin, bon sens du jeu, très bon sens du jeu en fait, je devrais dire. Capable de s'impliquer un peu physiquement aussi. Quelques flashs de playmaking, sauf que comme je disais, il n'est pas high-end et encore moins élite dans aucune de ces catégories-là. Je pense que c'est ça, un autre joueur... Un autre centre défensif intelligent, facilement transposable comme 3-4e centre. Mais je vois pas tant ce qu'il apporte de plus, en fait, qu'un guard ou un Papanikis à ce point-là. Puis le patin est pas nécessairement meilleur, puis il est plus petit, moins robuste. Fait que c'est pourquoi je l'ai fait glisser. Au 64e rang, pour conclure cette 2e ronde, les Maple Leafs de Toronto. Je vais y aller ici aussi pour un autre de mes coups de cœur qui a été dans ma première ronde presque toute l'année, classé entre 20 et 22. Avant de baisser un petit peu, toutefois, dans mon classement final, je parle de Luca Romano.
Centre 5 et 11, excellent en transition, magnifique patineur, un des tirs les plus sous-estimés du repêchage à mon avis, d'excellentes mains, puis même si c'est pas le plus gros, il a montré quand même un bon moteur puis une bonne implication sur 200 pieds aussi. Je parlais de Tyler Hopkins un peu plus tôt comme étant un des joueurs les plus sous-estimés. Je pense que Romano est encore plus sous-estimé, ou du moins il y a un potentiel offensif encore plus élevé que Tyler Hopkins. C'est limite un triple threat. Il a un excellent lancer, il est capable de passer, en fait de créer, puis il a d'excellentes mains aussi. Il est capable de transporter la rondelle en transition, mais il manque peut-être un peu de constance, puis je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut sur les listes. En fait, Romano, il a connu un stretch de fou fin octobre, début novembre. 16 points en 9 matchs. Peut-être même un peu plus que ça. Mais il y a vraiment un stretch de 9 matchs où il a réalisé 16 points. Puis il y a eu des points à chacun de ces 9 matchs-là. Il y a eu 8 matchs parmi ces 9 matchs-là où c'est qu'il a marqué, dont 2 matchs de 2 buts. Fait que bref, il était inarrêtable. Puis s'il avait connu, je pense, cette séquence-là en février plutôt qu'en novembre, il serait dans tous les top 40, j'en suis convaincu. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de prendre le pari de me souvenir de ce mois de novembre-là exceptionnel. Puis c'est pas juste des stats, là, je les ai écoutés, ces games-là. Ben pas toutes, mais j'ai écouté 3-4 games dans ce stretch-là. Puis il était vraiment bon, limite dominant. Il contrôlait le jeu, il créait énormément pour son équipe. Il était partout sur la glace, impliqué défensivement. C'est lui qui transportait la rondelle, en fait, en transition également. Mais on n'a pas vu ce Romano-là de manière constante tout le long de la saison, particulièrement en fin de saison. Tu sais, quand je parlais de Cameron Reed lors de l'autre épisode, je disais que en fait, Reed a connu une mauvaise deuxième moitié de saison. Romano joue pour la même équipe et c'est un peu ça qui s'est passé ici. Mais je pense que si Romano gagne en constance puis qu'il continue sur la lancée qu'il avait en novembre, je pense qu'il pourrait devenir un solide NHLer. Peut-être pas un joueur de série, mais je pense qu'un gars qu'on va aimer dans nos poules. Là, prenez-le pas nécessairement trop tôt. Là. Je veux pas avoir l'impression que vous me revenez dans 4 ans puis vous dites que Romano, c'est de la merde. Là. Mais bref, moi, c'est la projection que j'en fais. Puis je trouve que... c'est ça. Je l'ai tard peut-être dans ce mock draft-là, 64e. Je pense honnêtement qu'il pourrait sortir plus tôt que ça. Mais comme je disais, j'ai sorti des gros jambons, beaucoup de gros défenseurs, beaucoup de gros centres. Malheureusement, c'est des gars comme Luca Romano qui écopent et qui glissent. Parce que je pense pas que ça va être un gars de série nécessairement. Quoi qu'il y a, le moteur, c'est jusqu'à 5 et 11. C'est pas le plus gros. Il pourrait être tassable. Mais moi, je suis un gros believer. Fait que voilà ce qui conclut. Moi, peut-être vous pondre un autre épisode d'ici le repêchage, seulement audio, encore plus condensé que ça ici. On va essayer de rentrer ça en une demi-heure pour la 3e ronde, en fait, du repêchage. Mock draft, mais on s'entend... Même à partir du 15e rang, je veux dire, un mock draft, ça vaut plus rien. Là, c'est juste des prédictions. Mais moi, tu sais, je n'ai déjà parlé, je le vois plus comme un prétexte pour vous parler de ces joueurs-là, puis d'essayer de voir comment les équipes pourraient penser, plus que de vraiment essayer de viser la prédiction juste. Il y a encore beaucoup de joueurs, je pense, qui pourraient être intéressants de vous parler. Shamar Moses, Everett Baldwin, Cooper Simpson, Luke Vlousvlik, Brandon Gorzinski, gardez ce nom-là en tête parce que j'ai de quoi d'intéressant à vous dire sur lui. Puis il y a des Québécois aussi que vous demandez peut-être où c'est qu'ils sont et quand est-ce qu'ils vont sortir. Alex Wang, Anthony Alain-Samaké, peut-être d'autres, qui sait, des joueurs très intéressants qui auraient pu sortir en 2e ronde, mais que bon, dans ma simulation, ça va être en 3e. Mais je sais pas, il va peut-être avoir d'autres Québécois. Qui sait? Va falloir l'écouter. Est-ce que je parle d'Émile Guité? Oh, qui sait? Fait que c'est ça, je vais vous ressortir un autre épisode dans lequel on va faire la 3e ronde, dans lequel je vais refaire un sommaire, en fait, de 1, 2, 3 pour savoir à quoi ressemblent, en fait, les récoltes de ces équipes-là au final, après 3 rondes. Puis on va peut-être même parler, c'est qui les autres fallers? Un gars comme Adam Benak, je le projette où? Si vous voulez cet épisode-là, j'ai pas beaucoup de temps devant moi et le repêchage approche à grands pas. Mais si vous voulez là, que je prenne une petite heure pour vous pondre cet épisode-là, écrivez-le en commentaire. Mais ça va me prendre beaucoup de commentaires parce que sinon, elle le ferait pas. Puis aussi, l'autre grosse question, quand est-ce qu'il sort le premier Finlandais? J'ai 2 rondes de fête, il n'y a aucun Finlandais de sortie. Toutes ces réponses-là dans possiblement le prochain épisode du podcast Briser la glace.